Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 8 juin, vous regardez le 7-8 le journal, merci de nous retrouver. Comme chaque jour, nous allons revenir sur les informations qui font l'actualité locale avec nos invités, mais également avec les journalistes de la rédaction. Tout de suite, les titres de cette édition. À une semaine de la journée mondiale du don du sang, le 14 juin, l'Établissement français du sang a lancé jeudi dernier un appel urgent à la mobilisation des donneurs. Pour nous en parler ce soir en plateau avec nous, le docteur Jamal Benomar, directeur de la collecte en Île-de-France. Et à Plaisir, les travaux avancent sur le chantier de la RD30 malgré les dernières intempéries. Le projet arrive dans une seconde phase plus impactante pour ses usagers. Si le rond-point des Gâtines va prochainement être mis en service, celui du pressoir va être fermé. Le point sur ce projet phare du département dans cette édition. Et vous n'avez pas eu la chance d'avoir les précieux sésames pour assister au match de l'Euro 2016, mais vous voulez quand même participer à l'ambiance de ce grand événement. Dans quel bar vivre les matchs de l'Euro à Saint-Quentin en Yvelines? Les réponses dans ce journal. Et pour commencer cette information, 782 communes sont reconnues en état de catastrophe naturelle après les inondations historiques des derniers jours. L'arrêté de catastrophe naturelle pour ces communes situées dans 17 départements a été pris ce mercredi en Conseil des ministres, ouvrant la voie à une indemnisation plus rapide pour les sinistrés. Un premier arrêté interministériel reconnaissant l'état de catastrophe naturelle dans 782 communes situées dans 17 départements sera publié dès demain au journal officiel. Par ailleurs, 215 dossiers de communes sont en attente d'être traités. L'AFA, l'Association française de l'assurance, a évalué mardi le montant final des dommages assurés entre 900 millions et 1,4 milliard d'euros. Selon le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, les inondations qui ont essentiellement touché le nord-ouest de la France et le bassin parisien ont fait 5 morts et 24 blessés. Nous y reviendrons demain dans le JT avec une édition spécialement consacrée aux intempéries. Et c'était une opération de grande ampleur. Hier soir, vous avez peut-être croisé la police si vous circuliez dans les Yvelines. Une opération départementale simultanée de contrôle routier sur chaque circonscription d'agglomération a été mise en place de 18h à 20h. L'objectif, lutter contre l'insécurité routière et diminuer le nombre de tués sur les routes. Un reportage signé Camille Lambert. Non-port de la ceinture, usage du téléphone et absence de clignotant, autant de mauvaises habitudes qui peuvent coûter la vie. Mardi 7 juin, une opération de contrôle routier a été mise en place sur tout le département, un moyen de diminuer le nombre d'accidents sur les routes. Sur le même créneau horaire, dans les 9 circonscriptions d'agglomération des départements, on mène simultanément des contrôles routiers d'ampleur. Donc vous voyez, on a débloqué un certain nombre d'effectifs. Là, en tout, j'ai à peu près une vingtaine de policiers qui sont mobilisés sur ce point de contrôle. Pendant 2 heures, sur les 20 points de contrôle, 468 véhicules ont été examinés. Au total, 86 infractions relevées, une action qui permet aussi à la police de sensibiliser les conducteurs. Pour être visible, pour avoir une action de communication, parce que ce n'est pas uniquement répressif, c'est aussi très préventif ce qu'on essaye de faire. Et le but, c'est éventuellement de pouvoir toucher et voir certains comportements routiers qui sont mauvais pour pouvoir les corriger par la suite. Ces contrôles de grande ampleur ont lieu 1 à 2 fois par mois. À l'issue de cette soirée, 3 mesures de garde à vue ont été prononcées, dont une pour port d'armes illégales. En mai, 7 personnes sont décédées sur les routes dans les Yvelines. Et c'est un projet phare du département, l'aménagement et l'élargissement de la RD30 à Plaisir. Hier à l'espace Coluche, la maire de Plaisir, Joséphine Coleman-Berger, accompagnée d'élus et de représentants du conseil départemental, a tenu une réunion publique pour informer les usagers de l'avancement du chantier. Le chantier rentre donc dans une deuxième phase de travaux après avoir lui aussi subi les intempéries. Les détails tout de suite. Les automobilistes devront s'armer de patience. La seconde phase de travaux commence pour le chantier de la RD30. Une annonce faite mardi soir à Plaisir par la mairie et le conseil départemental auprès du public. À partir là du mois de juin jusqu'à à peu près le mois d'octobre, il va y avoir pas mal de transformations au niveau de la circulation, surtout au niveau du plateau et des Gâtines. Une phase plus impactante pour les usagers de la RD30, la mise en service du giratoire des Gâtines va rendre 3 voies de nouveau accessibles. Les automobilistes pourront donc emprunter une voirie provisoire entre ce dernier et la rue Pierre-Curie. Ils pourront également circuler dans les deux sens, entre le rond-point et la rue Monod. Mais pour avancer les travaux, l'accès du rond-point du pressoir va être supprimé. En conséquence, plus d'accès à la connexion entre la RD 58 et la rue Curie depuis Elancourt. Même situation pour la connexion rue Monod et la RD 58.
Cette seconde étape devrait débuter rapidement, malgré les intempéries qui ont eu des conséquences sur le chantier. Ça a affecté, je dirais, pendant quelques jours, mais on ne peut pas dire que véritablement ça a apporté un gros retard par rapport au chantier. C'est un chantier qui va durer pratiquement 2 ans et demi. Donc je dirais qu'effectivement, c'était assez sévère, mais je ne pense pas que ça porte, je dirais, préjudice énormément au chantier sur la durée en tout cas. L'aménagement et l'élargissement de la RD30 est un projet majeur pour le département. Une opération à 78,53 millions d'euros qu'il a financée à 58%. Vous reliez des bassins de vie qui sont celui de Poissy, celui de Plaisir, Elancourt avec la ville nouvelle et la N12. Ce sont vraiment des axes structurants avec un niveau de circulation qui ne fait que croître d'année en année. Et au bout d'un moment, il y avait, je dirais, des axes de circulation qui devenaient embolisés. Et à partir de là, il fallait quand même apporter une fluidité. Le nouveau carrefour de la rue Jules Régnier devrait également être mis en service cet été. La fin de l'ensemble des travaux de voirie est prévue pour l'été 2017. Et nous allons parler santé à présent dans notre entretien. Mardi 14 juin, la semaine prochaine, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Alors que cette journée importante pour l'EFS se prépare, l'organisation a lancé un appel d'urgence. C'était jeudi dernier. Nous recevons en plateau le docteur Djamel Benomar. Bonsoir à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de la collecte de l'EFS en Ile-de-France. Alors, revenons sur cet appel d'urgence. Est-ce que c'est un état grave, c'est un état, une situation exceptionnelle que nous vivons ? Alors, habituellement, l'établissement français du sang s'organise de façon à avoir des stocks suffisants pour gérer les besoins des malades franciliens, de façon à avoir un stock aux alentours de 12 à 14 jours. Depuis quelque temps, avec les grèves qu'il y a eu, avec surtout les intempéries, nombre de collectes ont été annulées, notamment en Ile-de-France, mais aussi en région. Donc c'était à cause des intempéries, les collectes ont été annulées, mais vous n'avez pas dû vous fournir plus pour les gens qui ont été peut-être sinistrés, qui ont été également victimes ? Non, on n'a pas fait appel à nous pour cela, non, absolument. Est-ce que vous avez des pénuries spécifiques ou c'est vraiment global sur tous les stocks ? Alors, on ne peut pas parler de pénurie, puisque l'établissement français du sang s'organise, comme je vous l'ai dit, de façon à avoir des stocks suffisants pour gérer. Alors, par contre, comme il y a des mouvements sociaux, qu'il y a des intempéries de façon importante, les donneurs, les personnels ont du mal à se déplacer et ont du mal à arriver jusqu'à nos points de collecte. Raison pour laquelle l'établissement français du sang, en ce début d'été, si on peut parler début d'été, font un appel en urgence aux Français de façon à ce que les stocks remontent de façon conséquente. Nous attendons au moins 30 000 dons supplémentaires à faire là dans les prochains jours. Alors justement, c'est une situation qui arrive souvent à la veille de l'été parce que c'est en été que la situation est fragile pour vous ? Absolument. Lorsque vous savez que beaucoup de gens peuvent partir en vacances et c'est tant mieux, les malades non. La maladie non. Nos besoins sont réguliers tout au long de l'année puisque, je vous le rappelle, il y a quand même 1 million de malades, 1 million de citoyens français qui dépendent de la transfusion sanguine, 500 000 d'entre eux sur des poches en phase liquide et 500 000 autres qui dépendent des médicaments dérivés du sang à partir du plasma. Il y a aussi un grand événement qui arrive, c'est l'Euro 2016. On va accueillir plus de personnes en France. C'est également lié un petit peu à ça, à cet appel ? Oui, c'est lié à peine, mais nos besoins sont là. Il faut, euro ou pas euro, il faut absolument que ces stocks-là remontent. C'est absolument capital. Comment vous vous organisez dans ce genre de situation ? Est-ce que vous multipliez peut-être les collectes mobiles ? Alors, il y a effectivement, on multiplie les collectes mobiles. Je vous rappelle qu'il y a des sites fixes qui sont ouverts toute l'année. Je vous rappelle que sur les Yvelines, par exemple, le 14 juin, effectivement, c'est la journée mondiale des donneurs de sang pour remercier ces donneurs de sang, mais aussi les bénévoles qui s'activent autour du don du sang. Eh bien, je vous le signale qu'à Elancourt, par exemple, le mardi 14 juin, de 9 à 19h, à l'Hôtel de Ville, il va y avoir une grande collecte. Sur Versailles, du mardi 14 au vendredi 17, de 9h à 20h, avec une petite coupure d'1 heure, à bord d'un véhicule proche de l'Hôtel de Ville, et aussi le Vésiné, la semaine d'après. En fait, pour donner son sang, c'est extrêmement simple, il suffit d'avoir la bonne adresse, et on peut la retrouver dans dondusang.net. Alors, est-ce qu'il y a des régions qui sont plus concernées ? En Ile-de-France, il y a beaucoup de donneurs de sang ou moins ? Alors, les Yvelines est un département qui, quand même, est extrêmement généreux, puisque juste dans 78, l'année passée, nous avons collecté près de 30 000 personnes, qui n'est absolument pas du tout négligeable. C'est très important. Et nous avons besoin de 10 000 dons jour en France et 1700, dont 1700 en Ile-de-France.
Alors vous le disiez, il va y avoir des initiatives spécifiques donc, pour cette journée mondiale des donneurs du sang, donc le 14 juin. Ça va s'étaler sur toute la semaine. Toute la semaine, il va y avoir des initiatives pour que les gens puissent venir donner leur sang. Absolument, avec un point important au niveau du cours Saint-Émilion à Bercy, à Paris, où il va y avoir donc, pendant 3 jours, le 13, le 14 et le 15 juin, un événement exceptionnel, puisqu'il va y avoir de l'animation, il va y avoir un grand chapiteau qui va être monté de façon à accueillir les gens dans les meilleures conditions. Pourtant, on aurait pu penser, là, vous manquez de sang, mais après donc, les attentats qui ont touché la France en novembre dernier, à Paris, il y a eu beaucoup de dons, on va dire, voilà, des personnes qui sont présentées pour donner leur sang. Ces donneurs-là, ils redonnent leur sang, vous voulez les remobiliser ? Alors, effectivement, la mobilisation des Parisiens, des Français d'une façon générale, mais des Parisiens, a été absolument exceptionnelle. Nous n'avons jamais observé un tel afflux de donneurs. Effectivement, vous savez que lorsque l'on donne son sang, c'est pour sauver une vie. Et comme les stocks étaient suffisants à l'époque, nous avons fait remplir des promesses de dons. Eh bien, aujourd'hui, effectivement, il y a, l'événement étant un petit peu loin, il y a une petite désaffection au niveau du don de sang en France, d'une façon générale, effectivement. Alors peut-être c'est les jeunes, il faut peut-être plus leur en parler, les remobiliser, les nouveaux donneurs, ceux qui viennent d'être majeurs, qui peuvent maintenant donner leur sang ? Absolument, il suffit d'être âgé de plus de 18 ans pour venir donner son sang, en faire la preuve avec une pièce d'identité, et c'est tout ce qui est demandé. Puisqu'après, vous avez cet entretien médical pré-don qui va s'assurer que le donneur peut donner du sang sans mettre en péril son état de santé, ni celle du malade, du receveur. On fait suffisamment justement voilà, de communication à destination des jeunes, selon vous, peut-être aussi à d'autres tranches d'âge qui sont moins amenées à donner leur sang ? Nous essayons d'organiser des collectes à chaque fois que cela est possible, notamment dans des établissements scolaires, là où il y a des majeurs. Et le secteur de l'enseignement est quand même un secteur qui est important, puisqu'il faut absolument donner l'habitude à nos jeunes de passer à l'acte et de le perpétuer surtout. C'est difficile surtout de fidéliser les donneurs ? Alors, en Ile-de-France, il y a beaucoup de mouvements. Vous savez qu'il y a beaucoup d'étudiants. Et une fois qu'ils ont donné, il leur arrive au bout de 3-4 ans de quitter la région. Mais peu importe, le principal, c'est de continuer à donner, quel que soit l'endroit où on travaille, où on vit en France. Alors, si justement, vous l'avez dit, on va le rappeler, si on souhaite être nouveau donneur ou si cela fait un certain temps qu'on n'a pas donné son sang, comment on fait ? Quelles sont les informations pour pouvoir venir faire ce don ? Alors, c'est excessivement simple, il suffit d'avoir la bonne adresse et on la retrouve dans dondusang.net. Il y a toujours une collecte proche de chez soi, de son lieu d'habitation, de son lieu de travail. Venir avec une pièce d'identité si c'était le premier don, et voilà, et se laisser guider. Vous avez 4 étapes, vous avez un accueil, vous avez un médecin qui va faire le point sur votre état de santé actuel, votre passé médical, votre comportement à risque éventuellement, et vous serez éligible à la condition que vous ne mettiez pas en péril votre état de santé ni celle du malade. C'est une infirmière diplômée d'État qui va vous prélever avec du matériel stérile à usage unique. Et enfin, une collation vous sera proposée. La seule précaution à prendre, bien boire avant, bien boire après, de l'eau. Et c'est 4 fois par an qu'on peut donner son sang, si je ne me trompe pas ? Pour une femme, on peut donner jusqu'à 4 fois par an. Par contre, les garçons peuvent donner jusqu'à 6 fois, jamais à moins de 2 mois d'intervalle entre 2 dons. Ne pas oublier d'autres dons qui sont absolument capitaux, c'est le don de plasma et le don de plaquettes. Merci beaucoup, docteur. Alors voilà, si vous voulez plus de renseignements, si vous voulez vous aussi donner votre sang et que vous avez entendu donc l'appel de l'ESF, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran, voilà, pour faire un don qui sera forcément bien utile pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Et nous restons dans le domaine de la santé, mais cette fois à Plaisir. Une dizaine de défibrillateurs cardiaques est en cours d'installation sur les lieux publics de la commune. Alors à cette occasion, les conseillers municipaux reçoivent une formation pour les utiliser en cas d'urgence. L'occasion aussi de voir ou de revoir les gestes de premier secours. Les explications de Camille Lambert et Patrick Jacques de Dixmude. Restez calme. Vérifiez l'état de conscience. Demandez de l'aide. Ouvrir les voies respiratoires. En cas de malaise cardiaque, les défibrillateurs font partie des 3 gestes qui sauvent. La commune de Plaisir a décidé d'en installer 11 dans des lieux publics, comme la mairie annexe, le palais des sports ou encore le château. C'est quelque chose qui manquait à la ville, bien évidemment. Oui, c'est indispensable aujourd'hui si on veut effectivement assurer la tranquillité, une certaine tranquillité. Bon, les chances de survie ne sont pas toujours 100%, mais une tranquillité de l'ensemble des personnes pour l'ensemble des personnes qui fréquentent ces lieux publics. Plaisir a souhaité former en premier lieu des élus sur la base du volontariat. Les employés municipaux seront eux aussi sensibilisés. Depuis mai 2007, toute personne, même non médecin, est autorisée à utiliser un défibrillateur automatisé externe. Il fonctionne sur le même modèle. Alors la seule variante étant que certains
vont aussi vous proposer de lancer le choc tout seul. Donc on va dire attention, analyse en cours, choc recommandé, éloignez-vous, 3, 2, 1, et il lance le choc tout seul. Donc on a ces deux possibilités en France d'avoir les défibrillateurs entièrement automatiques ou semi-automatiques. Semi-automatique, c'est quand on appuie sur le bouton. D'ici les mois de septembre-octobre, 2 véhicules de patrouille de la police municipale seront à leur tour équipés de défibrillateurs. La commune y a consacré un budget de 15 500 €. Et cette information qui vient de nous parvenir, la piscine Salvador Allende des Clés-sous-Bois sera fermée jusqu'au 17 juin. Suite à des prélèvements régulièrement effectués, la piscine avait dû fermer ses bassins la semaine dernière en raison de la présence d'un agent bactériologique. Elle devait initialement réouvrir ses portes le 9 juin dernier. Or, dans l'attente des nouveaux prélèvements effectués ce lundi matin, qui ne seront disponibles que le 17 juin prochain, les responsables de l'équipement ont préféré repousser cette ouverture par principe de précaution. Les autorités prendront alors une décision en fonction des résultats des analyses. Et nous refermons cette page santé avec cette information. Hier, les collectifs de défense des hôpitaux de Poincy-Saint-Germain et Rambouillet ont diffusé leur tract une partie de l'après-midi à la gare de Saint-Quentin en Yvelines. Les organisations syndicales CGT, Sud Solidaire, FO, CFTC et CFDT ont déposé un préavis de grève pour la journée du vendredi 10 juin. En cause, la loi Touraine et la mise en place des groupements hospitaliers de territoire. Les syndicats et les collectifs estiment qu'ils auront pour conséquence la fermeture et l'éloignement de nombreux services. Ils dénoncent une attaque contre l'emploi et la pression qui pèse sur les agents des hôpitaux publics ainsi que leurs conditions de travail. Ils appellent donc à manifester le 10 juin à Versailles contre ces mesures. Écoutez-les. C'est l'éloignement de l'offre de soins pour l'ensemble des malades et des gens en général, c'est-à-dire que la famille doit suivre, hein, les proches doivent suivre également les malades. Et pour le personnel, c'est l'économie d'échelle, c'est que de toute façon, on envisage d'ores et déjà de supprimer du personnel dans les hôpitaux publics. Nous réclamons, et nous ne demandons pas la lune, d'avoir un hôpital public de qualité, avec des prises en charge de qualité des patients. Voilà, donc ce que nous réclamons, c'est l'arrêt de la mise en place des groupements hospitaliers de territoire et l'arrêt des politiques d'austérité aux hôpitaux pour que ceux-ci aient les moyens de leur mission. Un sujet dont nous reparlerons demain en plateau avec nos invités des représentants syndicaux santé du département. Passons au sport à présent. L'Euro 2016 se jouera dans les bars pour les supporters yvelinois qui n'ont pas eu la chance d'avoir des places pour assister au match de l'Euro. Alors dans les Yvelines, une cinquantaine de bars proposeront des rendez-vous quotidiens pour regarder l'intégralité de la compétition. Zoom sur 2 d'entre eux avec Michael Elmidoro. 2 millions de billets ont trouvé preneur pour les 51 matchs de l'Euro 2016. Pour ceux qui n'ont pas réussi à obtenir le précieux sésame, il reste les écrans géants ou les bars. Dans les Yvelines, une cinquantaine d'établissements proposent des rendez-vous quotidiens pour ne rien manquer de la compétition. On peut accueillir jusqu'à 200 personnes sans aucun problème. On a 8 télés fixes, un grand écran. On a un deuxième écran qu'on peut installer à l'extérieur qui permet de couper aussi les espaces à l'extérieur, une grande terrasse. Donc oui, on a même d'autres qu'on pourra en rajouter si ça se justifie. On attend du monde, bien évidemment. On sait que beaucoup vont privilégier les départs sous les grands centres. Mais bien sûr, on attend du monde et on fera le nécessaire pour que ça puisse être rempli à chaque match. Pour de nombreux établissements yvelinois, les grandes compétitions de football font recette. Une rencontre de l'équipe de France pourra apporter jusqu'à 50% de plus qu'une soirée de football classique. Les structures n'hésitent pas à investir pour l'événement. On espère que l'Euro ramènera beaucoup de monde, c'est un événement sportif et puis en général c'est toujours plus agréable de se réunir autour d'un verre. Voilà, on est un établissement plutôt convivial et puis c'est vrai que les précédentes éditions, ça ramène du monde, mais on est tous plus un bar, les patrons sont plus rugby, mais les événements comme la Coupe du Monde ou l'Euro, ça ramène toujours du monde. Les amoureux du sport. Aucune fan zone n'est pour le moment programmée dans les Yvelines. Des écrans géants pourraient être déployés dans le département si la France réalise un bon parcours dans ce championnat d'Europe. Et l'Euro commence dans 2 jours. Pour les impatients, n'oubliez pas ce soir une émission spéciale Euro 2016 sur notre chaîne à 20h, animée par Michael Elmidoro et Wilfried Richy. Et parlons transport à présent. La SNCF inaugure un nouveau dispositif un peu particulier. Grâce à lui, le souterrain de la gare de Trappes est désormais propre. Des murs
anti-incivilités ont été placés dans les coins de ce souterrain. L'objectif est dissuader les usagers d'uriner dans les angles. Alors grâce à la mise en place de ces plaques de projection, tout liquide projeté sur le mur retourne donc immédiatement sur son propriétaire et la boucle est bouclée. Le dispositif devrait s'étendre à la gare de la Verrière prochainement. Nous sommes allés demander aux voyageurs de cette gare ce qu'ils pensaient de ce nouveau dispositif. Écoutez leur réponse. Il faudrait généraliser, je pense, parce que vraiment dans les souterrains et tout ça, au niveau des trains ou métro, ça sent énormément, quoi. Il y a vraiment énormément de mauvaises odeurs, quoi. Je passe ici tous les jours. J'ai pas spécialement fait gaffe, mais je trouve que c'est une bonne idée. Après, au niveau de l'odeur, je pourrais pas vous dire, j'ai pas fait gaffe. Je pense que c'est de l'argent qui est dépensé pour rien. Parce que ça sent toujours l'urine et j'ai pas remarqué de changement. Limite, on n'a même plus envie de passer par là. Et là, il y a déjà beaucoup de jeunes qui passent en plein milieu des voies. Parce que bon, ils disent que ça pue et limite ils ont envie d'avoir leur train, mais souvent ça pue, ils n'ont pas envie de passer par là. Il est temps à présent de passer à notre chronique. Comme chaque mercredi, Mélanie Poquet nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Floral. Alors ce soir, vous allez nous parler d'un rendez-vous qui aura lieu sur Saint-Quentin en Yvelines le dimanche 12 juin et où il sera question de convivialité, d'échange, mais aussi de transition. Ça se passera exactement dans la Maison des Bonheurs, dans le hameau, le village de Manille-les-Hameaux. C'est une première, une volonté voulue par Sky en Transition, l'association fondée en 2010 sur l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. C'est cette association qui organise chaque année des plantations d'arbres fruitiers. Elle a aussi récemment créé un verger pédagogique sur Manille-les-Hameaux. Laurence Renard, sa présidente, nous explique ce que les organisateurs entendent quand ils parlent de transition. Aujourd'hui, concrètement, c'est comment chacun de nous, donc ceux qui participent à cette ville en transition, agissent sur leur mode de déplacement. Donc comment réparer son vélo, comment réapprendre à faire du vélo quand on ne sait plus, comment faire des gestes au quotidien pour moins consommer d'énergie dans sa maison, réapprendre à moins chauffer ou avoir des stratagèmes pour moins éclairer, mais toujours avec un confort qui est très important. Alors la transition, ça englobe beaucoup de choses, l'environnement, l'énergie, mais aussi la gouvernance. Alors parmi les participants dimanche, il y aura de nombreux acteurs de l'agglomération. De nombreux acteurs qui vont proposer toute la journée des ateliers pour le public et des mini-conférences d'environ 45 minutes. Il y aura aussi des discussions autour d'initiatives locales. Au programme, il sera question de contraception naturelle, de monnaie locale ou encore d'arbres fruitiers. Pour les initiatives locales, ce sont des acteurs de l'agglomération comme Le Bonheur est dans le Pré, une cagnotte solidaire qui aide à financer l'installation d'agriculteurs locaux. Nous les avions rencontrés l'an dernier lors d'une cagnotte, notamment pour aider l'installation de Robert Pires, un maraîcher sur Manille-les-Hameaux, ou pour que Julien Perrin, un apiculteur essonien qui fournit la MAP, le panier des hameaux, puisse remplacer certains de ses outils de travail. Le public pourra aussi échanger avec Dédale, à l'origine d'une AMAP sur Trappes en 2013, mais aussi du festival Alternatiba en juin 2015, ou encore Pouze-Yvelines. Le public est aussi appelé à contribuer à l'organisation. Écoutez à nouveau Laurence Renard. C'est assez varié pour tous les publics. Et en fait, on demande aussi aux personnes qui viennent de participer à cet événement. On leur demande de venir d'abord avec un objet, parce qu'il y a un mini-troc. Donc ils viennent avec un objet et en échange, ils récupèrent un autre objet que quelqu'un d'autre aura apporté. Donc venez avec un objet. On leur demande aussi d'apporter un gâteau pour qu'en fait, toute la journée, il y aura des boissons chaudes et des gâteaux à disposition en vente au prix que chacun estime vouloir mettre. La première fête de la transition, c'est le dimanche 12 juin de 10h à 18h à la Maison des Bonheurs de Manille-les-Hameaux. Les enfants ne seront pas en reste avec des ateliers de peinture naturelle ou un conte environnemental en musique. Le programme est à retrouver sur le site de l'association Ski en Transition, SQY en transition.wordpress.com. Merci beaucoup Mélanie. Que faisiez-vous dimanche dernier? Est-ce que vous êtes allée au grand vide-grenier de Montilly-le-Bretonneux? Non, j'aurais pu parce que je pense que j'aurais fait des affaires. Eh bien oui, c'est ce que nous allons voir. On va revenir sur ce grand vide-grenier qui a eu lieu donc dimanche, organisé par la ville de Montilly-le-Bretonneux. Alors c'est un rendez-vous incontournable pour tous les chineurs de la région puisque c'était la 30e édition cette année et malgré la météo, comme vous le voyez, il y avait beaucoup de monde. C'était l'occasion de vendre des meubles, de l'électroménager, des livres et des DVD, mais aussi de faire des bonnes affaires comme des vêtements ou encore des baskets presque neuves pour une modique somme de 5 €. Alors comme Thérèse, 85 ans, elle est venue brader ses affaires. On écoute deux brocanteuses de ce vide-grenier. Ah bah moi ça m'intéresse, j'étais dans le commerce quand j'étais jeune et j'ai toujours gardé le contact des gens. Alors pour moi c'est un plaisir, puis j'ai plus que ça à faire. C'est surtout pour me débarrasser un petit peu de tout ce que j'ai, j'ai beaucoup de choses.
Il y a des gens qui viennent de partout. Il y a beaucoup d'acheteurs qui viennent de Paris, d'ailleurs. C'est pas que des gens du 78. Hein. Il y a des gens vraiment qui viennent d'ailleurs. Ils aiment beaucoup les brocantes et dès qu'il y a une brocante, tac, ils s'y pointent. Et c'est à présent la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Tout de suite, restez avec nous. Vous retrouvez Sephora Navani pour un nouveau numéro de Kiosque, votre magazine culturel sur Saint-Quentin en Yvelines, suivi de l'émission spéciale Euro 2016 qui sera présentée par Mickaël Elmidoro et Wilfried Rechy. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un nouveau numéro du journal. Je vous souhaite une excellente soirée.